Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 20h à Paris, à la une de l'actualité. Il est devenu un héros en sauvant la vie d'un enfant. Mamoudou Gassama a escaladé un immeuble pour attraper un petit garçon suspendu dans le vide. Son acte de bravoure a fait le tour du monde. Emmanuel Macron l'a reçu à l'Élysée. Malien, sans papier, il sera régularisé et il intégrera la brigade des sapeurs-pompiers. Il sera avec nous à 20h30. L'Italie replonge dans la crise politique. Le président Sergio Mattarella a chargé Carlo Cottarelli, un ancien économiste du FMI, de former un gouvernement. Sergio Mattarella a fait preuve de courage, selon Emmanuel Macron. Marine Le Pen dénonce un coup d'État. La presse évoque déjà un gouvernement balnéaire en Italie. On retrouvera sur place à Rome Natalia Mendoza et on en parlera avec mon invité Carlo Alberto Brusa, avocat, ancien candidat aux élections parlementaires du parti Forza Italia. Enfin, Serge Dassault est mort cet après-midi d'une défaillance cardiaque. L'industriel patron de Pires et ancien sénateur avec 93 ans. Emmanuel Macron a rendu hommage à l'homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. Son image, escaladant un immeuble pour sauver un enfant suspendu dans le vide, a fait le tour du monde. Mamoudou Gassama est devenu un héros. Emmanuel Macron l'a reçu à l'Élysée. Malien, sans papier, passé par la Libye. Il vivait dans un foyer à Montreuil. Il sera régularisé et il va intégrer la brigade des sapeurs-pompiers. Reportage d'Alexandra Renard. Mamoudou Gassama, invité à l'Élysée. Ce jeune Malien de 22 ans, arrivé en France sans papier il y a quelques mois, a sauvé un enfant ce week-end. Moi, je suis sorti de un enfant où j'étais sur 5 et 4e étage. Donc, directement, je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru, j'ai traversé la route pour aller le sauver. Dieu merci de le sauver. On vit une époque où il y a beaucoup de divisions, qui n'est pas très jolie souvent, avec beaucoup de choses négatives. Donc, cet acte de Mamoudou Gassama est l'occasion de montrer ce côté, cet aspect positif de l'humanité. En quelques secondes, il a escaladé à main nue 4 étages pour secourir ce jeune garçon suspendu à l'extérieur d'un balcon. Surnommé Spider-Man, les vidéos amateurs de son geste héroïque ont fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. La mairie de Montreuil, commune française où il vit, l'a nommé ce lundi citoyen d'honneur pour acte de courage et de dévouement. Ça m'a fait plaisir, je suis content, voilà. Peu de mots pour ce jeune immigré clandestin passé subitement de l'ombre à la lumière. Il faut être très fier et prendre l'immigration comme une chance pour la France, comme une chance pour l'Europe, parce que nous sommes tous humains et nous avons de grandes choses à faire. Ouvrons les yeux, il y a de la beauté chez tous les hommes, chez toutes les femmes, et il faut s'unir plutôt que se diviser. Mamoudou Gassama est arrivé à Paris après avoir traversé le Niger, le Burkina Faso et la Libye. Le chef de l'État a annoncé qu'il allait être naturalisé et intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. L'Italie replonge dans la crise politique. Le président Sergio Mattarella a chargé Carlo Cottarelli, un ancien économiste du FMI, de constituer un gouvernement. Le président italien a refusé la nomination, vous le savez, d'un eurosceptique au poste de ministre de l'économie. La France et l'Allemagne saluent le choix de Sergio Mattarella qui a fait preuve de courage, selon Emmanuel Macron. Marine Le Pen dénonce un coup d'État. La Ligue et le mouvement 5 étoiles protestent. On retrouve tout de suite à Rome notre correspondante Natalia Mendoza. Bonsoir Natalia, quelles sont les réactions sur place ce soir ? Eh bien, d'ores et déjà, on sait que l'ensemble du spectre politique italien de la droite italienne n'accordera pas sa confiance à ce gouvernement qui est en train de naître, ni Forza Italia, le parti de centre-droit de Silvio Berlusconi, ni les partis de la droite souverainiste, la Ligue ou Fratelli d'Italia ne soutiendront pas ce gouvernement Cottarelli, tout comme le mouvement 5 étoiles. Cet après-midi, ici en Italie, on a vraiment le sentiment que cette campagne électorale a déjà commencé, une campagne déjà centrée sur le thème de l'euro, de la souveraineté de l'Italie vis-à-vis de l'Union européenne, des rapports entre Rome et Bruxelles, des rapports aussi entre les institutions, entre les partis politiques, le Parlement italien et le président de la République, car on assiste en ce moment à une confrontation sans précédent entre la coalition populiste et le président Sergio Mattarella, une confrontation
situation inédite dans l'histoire politique du pays, marquée par une extrême agressivité dans les propos des différents chefs de file, avec d'une part la Ligue et Matteo Salvini qui hurle au scandale, et d'autre part le mouvement 5 étoiles et Luigi Di Maio qui fait appel à la mobilisation populaire et fixe rendez-vous pour une manifestation, une grande manifestation samedi prochain ici à Rome. Le mouvement 5 étoiles qui évoque par ailleurs la possibilité d'invoquer l'article 90 de la Constitution italienne qui prévoit de mettre le chef de l'État en accusation devant le Parlement italien pour haute trahison et atteinte à la Constitution italienne. Natalia Mendoza en direct de Rome, et on en parle avec mon invité Carlo Alberto Brusa, avocat, ancien candidat aux élections parlementaires de 2006 du parti Forza Italia. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Manifestement, la presse en Italie parle déjà d'un gouvernement balnéaire. Carlo Cottarelli va-t-il réussir à constituer un gouvernement? C'est inéluctable. Pourquoi? Parce que c'est un choix technique qui a été décidé et voulu, décidé par le président, décidé par l'ensemble des institutions et décidé par l'Europe. C'est-à-dire que l'erreur qui a été commise, c'était celle d'avoir donné à deux opposants statutaires, je dirais ce terme-là, comme Di Maio et Salvini, l'opportunité de faire un gouvernement. Donc ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Mais là, il peut effectivement mettre en place un gouvernement, même s'il n'a pas le soutien justement de ses partis. C'est un gouvernement de transition. La seule chose que je regrette, c'est qu'encore une fois, face à cette crise, l'occasion était la bonne pour pouvoir envisager, le cas échéant, une modification profonde du système électoral. Parce qu'en réalité, la crise de l'Italie, c'est cette crise permanente qui est rattachée au système parlementaire que nous avons connu en France. C'est lié au scrutin, c'est lié au scrutin. Le scrutin proportionnel, bien sûr, démocratiquement parlant, c'est une belle représentation, mais c'est un gage d'insécurité, de coalition. On dit en italien le mot inciucio, c'est-à-dire des accords hybrides dans lesquels des forces antagonistes peuvent se retrouver autour de la table. Là, on parle même d'un gouvernement balnéaire en ce moment en Italie. C'est la bonne expression, gouvernement balnéaire. Il va durer un été, ce gouvernement. Exactement. Nous l'avions dit l'autre fois. J'étais invité sur votre plateau et j'avais dit que cette situation était intenable et qu'effectivement, des nouvelles élections étaient quand même un choix inéluctable. Nouvelles élections, donc, après cet été, a priori, vous pensez? A priori, ça sera septembre-octobre. Je pense plutôt octobre-septembre parce que... On va avoir affaire au même type de campagne. Il va y avoir les eurosceptiques, les pro-européens, et peut-être qu'on aura le même type de résultat d'ailleurs. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a eu une telle gifle qui a été donnée aux partis classiques. Je parle notamment du Parti démocratique de la gauche, et aussi Forza Italia, qui jouait un rôle très important. De Silvio Berlusconi. Absolument. Et cette gifle a été énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois choses qui vont être prises en compte par les partis. Un, comment redonner aux Italiens l'envie de se rattacher à un parti classique et de retrouver les fondations. L'Italie n'a jamais été, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un pays qui a quand même Oui, mais enfin là, on a bien vu qu'il y avait un vote très protestataire en Italie. C'est un vote protestataire qu'on retrouve dans toute l'Europe. Donc ils vont changer en quelques mois. Attention, certainement. Mais là, ce qui va changer aussi, et ça sert à l'Europe, c'est que le discours de l'Europe doit changer. Cette Europe technocrate, technocratique, extrêmement liée à des questions purement économiques, doit retrouver de l'empathie pour les citoyens européens. Parce que même en France, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons M. Macron, président de la République, une certaine stabilité, il ne représente que 22%. N'oublions pas que nous vivons quand même une sorte d'état de guerre permanent entre les manifestations, les crises, etc. Mais comment justement les partis traditionnels en Italie vont-ils réussir à convaincre un électorat en quelques mois? Il faut qu'ils intègrent des messages de renouveau. Des messages de renouveau, mais qui soient réellement forts. C'est-à-dire que ceux que la Ligue, et ceux que je peux reconnaître aux 5 étoiles, c'est par exemple un certain respect de certaines valeurs morales, même le fait de ne pas avoir des candidats qui ont été condamnés, des candidats qui sont sous enquête, etc. C'est quand même un gage, c'est déjà un langage qui change. Le fait de rechercher une certaine valeur qui soit celle qui représente aussi la majorité des gens. Emmanuel Macron a salué le courage de Sergio Mattarella. Il a fait véritablement preuve de courage, il est très étonnant. Italien. Mais c'est quelqu'un qui vient d'une famille sicilienne avec des valeurs ancrées très fortes. N'oublions pas que Sergio Mattarella a perdu un frère, qui était un magistrat, qui enquêtait dans les enquêtes les plus terribles de la mafia italienne, et été tué par la mafia. C'est quand même un monsieur qui sort de Sicile, où théoriquement, soit tu es carabinier, soit tu es mafieux. Donc lui, c'est quelqu'un d'honnête. C'est la première fois que ça se passe en Italie, véritablement un choix aussi personnel de la part d'un président? Non, ce n'est pas la première fois. Berlusconi avait tenté d'avoir comme ministre de la Justice Previti, qui était son avocat, et à l'époque, on lui a refusé, Sergio Scalfaro a refusé la nomination de Previti. Par quatre fois, parce que n'oublions pas que l'article 92 de la Constitution dit
que le président de la République nomme le président du Conseil, ensuite le président du Conseil propose les ministres. C'est une proposition. Ça veut dire que c'est là, il l'a pas un droit respecté à la lettre, hein, son droit. la loi, excusez-moi, la première chose, c'est quand même de tenter. Même nous, en tant que juristes, nous disons que quand la lettre est claire, il ne faut pas interpréter. D'accord? Ubi lex non distingue devemo. Si la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. La loi dit, c'est une proposition. Donc, le président a le droit d'apprécier la valeur morale, la valeur éthique, la valeur politique. Ce qu'il a fait, il était dans son droit. Merci beaucoup, Carlo Alberto Brusa, d'avoir été avec nous. Dans le reste de l'actualité, Serge Dassault est mort cet après-midi. L'industriel patron de presse et ancien sénateur est décédé après un malaise cardiaque. Il avait 93 ans. Emmanuel Macron a rendu hommage à l'homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. Ce soir, le drapeau du siège de Dassault Aviation est en berne. Le groupe pleure la mort de son patron. La tristesse, et puis c'était quelqu'un qu'on admirait dans la société. Depuis quelques années, Serge Dassault n'avait plus de rôle opérationnel, dont l'entreprise dont il avait pris la tête en 1987, à la suite de son père Marcel. Une affaire de famille dans laquelle il est entré en tant que simple ingénieur. Oui, par nature, si je puis dire, le successeur de l'ensemble des actifs du groupe, j'espère être digne de mon père. L'héritier écrit une longue page de l'aviation française et développe notamment le Rafale. Un patron influent, un magnat des médias et notamment le président du Figaro. Il a fait de son groupe en plus un groupe incroyable, diversifié, qui à l'export incarne l'excellence française. Et ça c'est merveilleux quand on parle de Dassault aux États-Unis, en Chine, au Japon. Eh ben, les gens savent que ce sont des avions. Serge Dassault, c'est aussi la politique et les politiques. Son industrie est intimement liée à l'État, aux commandes publiques, et il s'est affiché avec la plupart des présidents de la République. En 2004, il est élu sénateur sous l'étiquette UMP. En 2008, il devient à 83 ans le doyen du Sénat. Aujourd'hui, les hommes politiques lui rendent hommage. Avec la disparition de Serge Dassault, la France perd un très grand industriel, le monde de l'aviation un pionnier, et moi un ami. Je n'oublie pas que c'est un grand nom français, celui de son père, bien sûr, Marcel Dassault. C'est une histoire très française, famille française, juive, convertie. La famille Dassault, ils sont partie intégrante de la France à plusieurs titres. Des combattants politiques, des gaullistes engagés, parcours grande famille d'industriels. Serge Dassault est mort aujourd'hui dans son bureau du rond-point des Champs-Élysées, rebaptisé depuis quelques années du nom de son père Marcel. Nous sommes en ligne avec Thierry Vigoureux, journaliste au Point. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Serge Dassault était-il avant tout un industriel qui a véritablement présidé l'essor d'un groupe aéronautique, donc le groupe Dassault, l'un des fleurons, il faut le rappeler, de l'industrie d'armement française? Oui, bonsoir. Serge Dassault est indéniablement un grand industriel et surtout un visionnaire. Il a su développer son groupe en fonction des crises. Il y a des périodes où l'aviation militaire ne se vendait plus, il n'avait plus de commandes, plus d'avions à livrer. Donc il avait développé auparavant une gamme d'avions d'affaires, les Falcon, qui sont très connus aux États-Unis et dans le monde entier et qui ont permis à l'entreprise de continuer à vivre. Le bureau d'études, les usines n'étaient pas spécialisées, étaient capables, avec un délai assez court, de passer d'un avion civil à un avion militaire. Et Dassault est devenu un poids lourd de l'aéronautique, finalement en restant toujours indépendant. Oui, absolument. Bon, il est certes un peu dépendant de contrats d'État qui lui permettent de développer son bureau d'études, de faire beaucoup de recherches, mais il est également un vendeur d'avions civils dans le monde. Et donc un vendeur d'avions civils français. Il y a eu tout de même des histoires d'alliances, me semble-t-il, qui finalement n'ont jamais véritablement abouti avec d'autres sociétés. Oui, Dassault Aviation a cherché à rester indépendant pour des raisons stratégiques. Comme Dassault produit le Rafale, qui est le vecteur nucléaire
de la force de dissuasion, il ne peut pas dépendre d'un fabricant de moteurs américain, d'un fabricant d'avionique britannique. Donc presque tout sur le Rafale est made in France. Merci beaucoup Thierry Végaud d'avoir été avec nous, journaliste au Point.